Bonjour à chacun et à tous. La descente du pouvoir à la base est une réalité chez nous depuis plus de 15 ans maintenant. Il faut dire que les populations s'en réjouissent, du moins des avantages qu'elles en tirent, mais s'arc-boutent sur les contraintes auxquelles elles doivent faire face. Les multiples taxes à payer, les diverses prestations sollicitées au coût parfois insupportable pour leurs bourses modestes rendent le processus souvent incompréhensible pour elles. Pourtant, les communes ont des charges auxquelles elles doivent faire face. Alors, comment réussissent-elles à mobiliser les ressources nécessaires à leur fonctionnement? Que disent les tests en la matière? Jusqu'où peuvent aller les communautés décentralisées dans la mobilisation de leurs ressources propres? Ainsi se résume l'essentiel des préoccupations qui seront abordées au cours de ce numéro de votre émission Commune à la Une. Une émission qui reçoit aujourd'hui Monsieur Apollinaire Ronguet. Il est élu communal d'Abobey-Calavi, chef de l'arrondissement d'Akasato. Rodrigue Rustico, il est financier, il est consultant. Mes chers invités, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous. Alors, nous allons nous tourner dans un premier temps vers vous, Apollinaire Ronguet. Vous êtes le chef d'arrondissement d'Akasato. Quelle est la situation aujourd'hui quand on parle de mobilisation des ressources propres au niveau des communes? Merci, monsieur Peggy. D'abord, quand on parle de mobilisation des ressources, il s'agit de côté finance. Alors, il y a les cadres qui régissent les mobilisations de ressources. D'abord, il y a les ressources fiscales et les ressources non fiscales. Alors, les ressources d'abord, je vais dire, il y a d'abord le budget qui définit comment la commune doit mobiliser les ressources. C'est d'abord le principe de base. Et c'est sur ce principe que tout commence. Alors, l'élément premier, c'est le budget. L'élément premier, c'est le budget. C'est le socle même de fonctionnement, de on va dire, voilà. j'allais dire, de la commune. Très bien. Alors, l'élaboration du budget. Comment élaborer le budget d'abord? Il faut un travail d'abord à la base qui, préalablement, le maire va prendre un arrêté pour installer un comité. Et c'est ce comité-là qui va travailler pour définir les grandes lignes avant et préparer maintenant le budget avant le plénière. Que prend en compte le budget? Le budget prend en compte d'abord tout ce qui est ressources fiscales et non fiscales également dans la commune. Je veux dire les ressources fiscales, d'abord les impôts, tout ce qui relie à la fiscalité et aussi les ressources non fiscales, les droits de carrière, les implantations des panneaux publicitaires, la légalisation, tout ce qui est ce que nous appelons communément comment on appelle les valeurs inactives, merci de m'avoir passé le mot, les valeurs inactives, c'est ce que nous appelons les ressources non fiscales, les droits de place de marché, les tasses, tout ce que nos usagers payent dans les marchés ou tout ça là, c'est les ressources non fiscales. Et les ressources fiscales, je disais tantôt, les impôts, il y a les impôts que les services déconcentrés de l'État, je veux dire les CIP, nous aident à collecter. Ça constitue la grande partie des ressources de la mairie. Et voilà que
vous venez de dire tout à l'heure que les populations ont du mal à payer les impôts. Effectivement, nous avons cette difficulté-là. Si les matières posables qui sont sur le territoire d'Abo-Nkalavé paient régulièrement les impôts, je crois que la commune de Kalavé serait encore bien outillée pour pouvoir faire face aux nombreux problèmes de développement qu'il a aujourd'hui. Alors, merci à vous. CA, vous serez quand même pour nous la personne ressource réelle sur ce plateau pour comprendre vraiment la mobilisation de ces ressources. Rodrigue Rustico, vous êtes financier, fiscaliste. Comment peut-on comprendre qu'on parle de fiscalité à la base des populations qui devraient quand même à l'origine bénéficier, ne serait-ce que des prestations de la commune, cette commune qui leur impose de payer des taxes, de payer l'impôt. Le CA l'a dit tout à l'heure. Oui, vous savez, c'est la réalité, parce que, vous savez, les communes ne créent pas de la valeur ajoutée, les communes ne créent pas de la richesse, donc, ces communes, vous l'avez dit dans vos propos liminaires, ont quand même des charges de fonctionnement. Et donc, pour faire face alors à ces charges de fonctionnement, la commune est obligée naturellement de se baser sur des ressources qui sont naturellement catégorisées pratiquement sur 3 pôles. Vous avez dans un premier temps les ressources d'ordre structurel, et naturellement il vient de parler de cela. Vous avez également les ressources liées naturellement aux immobiliers, d'accord, et aux fonciers, et enfin vous avez les appuis. Et donc, quand vous prenez le budget d'une commune, vous allez voir de façon très claire, parce que les tests sont clairs là-dessus, ces 3 catégories de ressources-là. Et donc, pour faire face alors à son fonctionnement, la commune est obligée alors de faire face alors à la collecte des impôts. J'avoue que s'il n'y avait pas ce partenariat entre la commune et les impôts, la commune aurait beaucoup de difficultés parce que ce que reversent les impôts directement au niveau des collectivités territoriales, c'est énorme. Et donc, quand vous faites un peu le poids, vous voyez quand même que en réalité, ce budget dépend exclusivement, d'accord, du service général des impôts. Donc, c'est le lieu maintenant de mettre l'accent un peu sur le civisme fiscal, faire comprendre aux gens que bon, construire son pays nécessite forcément une contribution. Alors l'autre chose, c'est que en termes de décentralisation, il va falloir que ce soit clair. On doit pouvoir financer la ville par la ville. C'est-à-dire c'est la ville même qui doit pouvoir être en mesure de collecter les ressources nécessaires pour s'autofinancer. Mais nous ne voyons pas cela comme ça parce que l'informel a dominé notre secteur, et ce qui fait que lorsque déjà une personne est dans le secteur informel et vous jugez déjà que la personne est dans le secteur informel et vous lui imposez des stas, c'est comme si vous rendez encore formel ce qu'il est en train de faire. Et donc beaucoup de personnes sont aujourd'hui réticentes pour pouvoir collecter les impôts, pouvoir payer les impôts. Ce qui est sûr et certain, il va falloir alors que chacun joue son rôle en la matière pour que réellement les communes puissent se doter des ressources nécessaires. L'autre chose également, pour pouvoir laisser très rapidement, c'est au niveau des composantes du budget des communes. Je voudrais bien savoir, parce que la dernière fois, il y avait quand même quelques discussions autour de cela, où quand on parle du budget, il y a 2 grandes parties. Il y a d'abord le fonctionnement et l'investissement. Vous savez, la plupart du temps, quand vous voyez un budget communal, vous allez voir les proportions qu'on a faites aux investissements et au fonctionnement. Or, le fonctionnement ne fait pas développer la ville, c'est l'investissement qui fera développer la ville. Et donc, il va falloir tout simplement qu'on recentre un peu la clé de répartition budgétaire pour que, au moins au sein des communes, nous puissions avoir une quote-part très élevée pour l'investissement pour favoriser le développement de la commune. Alors, lorsqu'on ne le fait pas ainsi et on se concentre sur beaucoup plus le fonctionnement, vous allez voir que le développement de la commune, naturellement, ne sera pas alors chose aisée. Donc, voilà un peu ce que vous pourrez dire de façon technique par rapport au budget. Alors, Apollinaire Wunga, nous revenons à vous pour parler maintenant un peu des impôts. Quelle est la réalité sur le terrain, la collecte des impôts? Est-ce que les populations s'ouvrent à l'acte? Comme a dit M. Rodrigue tout à l'heure, la collecte des impôts nécessite assez de déplacements pour les agents d'impôts, ceux qui nous aident pour la collecte de ces impôts-là. Ça nécessite, c'est comme une guerre entre la population et les agents.
Parfois, vous constatez que quand ils voient les gens venir, ils ferment et puis on fait semblant de ne pas exister. Or, il y a une base de données dans laquelle tous ont été déjà recensés. Alors, je veux dire simplement que il y a l'incivisme dans le paiement des impôts. Or que tout ce que nous faisons, tout tourne autour de la fiscalité. Nous n'avons pas de ressources outre que les impôts et les taxes que nous collectons chez notre population. Alors, la population demande beaucoup. Et en même temps, nous avons besoin beaucoup de moyens aussi pour pouvoir faire face à leurs demandes. D'où la nécessité de collecter les impôts. Maintenant, la difficulté, c'est que c'est la population qui devrait aller vers l'impôt. Oui, le système est ainsi conçu. L'impôt est portable. Voilà, l'impôt est portable. Il faut les porter, il faut les payer. Il faut se lever pour pouvoir les payer. Voilà. Et non attendre que les gens viennent vous pourchasser. Voilà. Maintenant, difficilement que quand on prend le pourcentage de ceux qui se déplacent pour aller payer, ce pourcentage-là est très bas par rapport à ceux vers qui on va pour prendre. Est-ce à dire que les populations fuient ou bien c'est parce qu'elles n'ont pas les moyens pour vraiment valablement aller payer? Est-ce que ce n'est pas des problèmes de difficulté de vie? Vous savez très bien les temps que nous traversons où on parle de morosité, on parle de mévente, on parle de difficulté de vie et tout. Est-ce que vous ne pensez pas que vraiment c'est beaucoup plus dû à la cherté de la vie aujourd'hui? Il est vrai que nous parlons de la cherté de la vie, mais l'impôt, ça a un coût. Ce n'est pas ce que les gens pensent. Je crois la valeur d'un immeuble habité, bon, je veux dire une maison qui n'est pas mise en location, je crois que c'est 6% de la valeur locative de l'immeuble qu'on applique sur l'immeuble à imposer. Maintenant, si c'est une maison qui est louée, je crois que la marge, c'est 20% au plus. D'où 20% de ce que perçoit le propriétaire. Voilà. Je vois qu'il y a la vulgarisation de cette loi, de la loi des finances, cet exercice que nous devons chaque fois porter ou tenter de faire, porter cette information vers la population, les expliquer que ce n'est pas tout ce que vous avez comme revenu que l'impôt va vous prendre, mais une partie que l'impôt doit prendre, ou que la commune doit prendre, l'État, je vais dire en général, parce que puisque ce qu'on mobilise, tout ne revient pas à la commune. Il y a une partie qui rentre dans la caisse de l'État central et une partie qui revient pour la commune. Alors, l'État, la commune, tous ont besoin des moyens, des ressources pour pouvoir faire face aux exigences de développement que nous avons. Parce que quand il y a les voies, il y a les trous sur les voies ne sont pas entretenues. Chaque fois, c'est des grognes, c'est des cris, tout comme si le maire a des ressources à son niveau et il ne veut pas les mettre à la disposition de la population pour arranger les voies. C'est à peu près ce que nous entendons. Est-ce que la mairie et puis vous, au niveau de l'arrondissement d'Akassato, est-ce que vous organisez des séances pour pouvoir expliquer un peu les fonctions de l'impôt, les fonctions des taxes qu'on perçoit chez eux? Je l'avais dit tout à l'heure, c'est cet exercice-là que nous n'arrivons pas à nous employer chaque fois. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous avez quand même besoin de l'adhésion des populations. Bien sûr. Il faut qu'elles comprennent que c'est nécessaire de leur part d'aller payer. Bien sûr, bien sûr. Nous avons besoin de l'adhésion de la population. Et vous voyez que ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, c'est au jour le jour que les idées arrivent.
Bon, maintenant, nous sommes en train de penser... Ça fait 15 ans maintenant, quand même, que la décentralisation a cours. Bien sûr que oui, mais nous n'étions pas dans le système. Dans les pays développés, quand tu vois un maire, peut-être il a déjà fait 3-4 mandats en place, et il est facile à ce maire-là de réfléchir, de mettre en pratique toutes ces idées. Mais chaque fois, quand vous constatez, chaque fois dans notre pays, à chaque élection ou à chaque mandature, c'est des maires nouveaux. Tout ce qu'il a eu à faire jusqu'à un certain temps, on le coupe et puis on reprend encore un autre. Vous remettez en cause l'alternance qu'on note à Non, la tête de nos mairies, c'est ça? Je ne remets pas l'alternance, mais pour bien réfléchir au développement de sa commune, le maire ne doit pas être chaque fois changé. C'est c'est cette leçon-là que nous sommes en train de tirer. Et quand nous prenons exemple sur... Mais qu'est-ce qui explique un peu la difficulté que vous rencontrez si un maire change et qu'un autre vient? Normalement, c'est les idées. L'État a une continuité, on Bien sûr, c'est les idées. On devrait avoir de la continuité à ce niveau-là aussi. C'est les idées. Moi, aujourd'hui, je suis maire. J'ai tracé mon plan, j'ai mis mes idées et je suis en train de développer mes idées, marcher sur mes propres idées de développement. Vous savez, chacun a sa vision. Moi, ma vision, c'est ça. Mais l'autre arrive, il veut dire non, ce que lui a pensé là, c'est pas bien, je vais mettre de côté. Peut-être il y a la benoiserie aussi, il va dire, bon, si je mets en pratique ça, il va dire que ce sont mes idées qu'il est en train d'exploiter. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, quand vous prenez... Donc forcément, les priorités changent. Bien sûr, selon les visions de chaque maire. Les priorités changent, bien sûr. Les priorités changent. Les priorités changent. Mais est-ce qu'en la matière, on ne pourrait quand même pas s'entendre sur quelque chose d'immuable où on sait que bon, c'est le plan de développement de telle commune, quand chaque maire vient, il est tenu de poursuivre? C'est d'abord, ça doit commencer par là-haut, parce que vous prenez l'État central même, chaque gouvernement vient, il a son programme d'action. Or, normalement, c'est ce que ça devait être que vous venez de dire maintenant. Il doit y avoir un plan de développement. Il doit y avoir un plan de développement qui sera approuvé par le Parlement. Et chaque président arrive, il marche sur ça. Chaque maire arrive, il marche sur ça. Si c'est comme ça, si le plan est ainsi conçu, je crois que le développement sera une réalité dans notre pays. Alors, Rodrigue Rustico, vous avez suivi un peu le chef d'arrondissement d'Akasato. Il y a des difficultés réelles au niveau des communes, au niveau des arrondissements pour rentrer dans les taxes, dans le paiement des taxes et autres. Les populations ne sont pas très enclines à y aller. Que faut-il faire selon vous? Oui, vous savez, en la matière, il y a quand même quelques ambiguïtés qu'il faut relever. Je prends le cas des entreprises qui vivent sur un territoire communal. Ces entreprises payent ce que nous appelons des impôts, naturellement, et à travers ces impôts-là, il y a une taxe qu'on appelle taxe d'enlèvement des ordures, la TEO. À Cotonou, c'est à 40 000 francs par an, par société. Et cela, c'est une taxe qui doit être reversée tout simplement à la mairie, à la commune de base. Mais vous savez que le paradoxe, c'est quoi? Ces entreprises-là qui payent cette taxe d'enlèvement des ordures, sont obligées encore de payer, d'accord, des structures agréées, des ONG, pour venir ramasser encore le propre ordures. Dans ce cas, donc ça fait un double emploi. Vous imaginez à peu près pourquoi est-ce que l'élément alors a pu faire sortir de l'argent de sa caisse. Moi, je paye la TO, je suis à côté, je paye la TO, mais je me suis encore abonné à une autre structure qui vient ramasser mes ordures. Mais le contribuable se demande, mais à quoi ça sert alors la TO? Mais est-ce que vous avez interrogé les autorités locales? Mais vous savez, depuis des années, je ne fais que crier sur ça, mais personne ne m'entend. Personne ne m'entend. Je n'ai pas un pouvoir de décision, mais je me dis, quand vous prélevez des taxes chez des entreprises, la TO, spécialement qui a 40 000 à Cotonou, ce n'est pas petit. On devrait normalement avoir le service rendu. Mais lorsque ce n'est pas le cas, le contribuable n'est pas alors en mesure de se lever de façon délibérée pour venir payer les impôts. L'autre chose, nous sommes dans un système fiscal déclaratif, où c'est le contribuable lui-même qui se lève pour dire aux impôts, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai comme bien, impose-moi et je paye ce que je dois pouvoir payer. Et donc, dans tout ça, la mairie ne peut qu'avoir des difficultés. Et mieux, la mairie, quand vous prenez nos 77 communes aujourd'hui, demandez-leur tout simplement, est-ce qu'ils peuvent faire sortir leur gisement économique, ce qui peut leur procurer de l'argent dans chaque commune,
ça n'a pas été vraiment une chose réellement à cœur des dirigeants. La politique s'en est mêlée, chacun vient, comme l'a dit tout à l'heure le CA, fait sa politique, il s'arrête, l'autre vient pour faire également sa politique, il s'arrête. On ne peut pas atteindre le développement comme ça. Et comme ça également, l'État central, c'est la même chose. Un président vient au pays, il étale ce programme d'action, il ne finit pas, l'autre vient, il ne sait pas qu'il va continuer, et ainsi de suite. Dans ce même pays, on a parlé de Bénin à la fête 2025. Nous sommes pratiquement à quelques années de l'échéance de ce document. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Vous imaginez des tas de choses comme ça. Si on ne commence pas le développement, c'est une question de développement à la base. Si on ne commence pas déjà par expérimenter les pas de développement de la décentralisation, on ne peut pas aspirer à avoir un développement meilleur. Donc aujourd'hui, c'est des difficultés qu'ils vont rencontrer et ce n'est pas la fin. À moins que vous travaillez réellement à faire sortir le gisement économique de chaque commune, parce que quand vous avez plusieurs entreprises installées sur votre territoire, vous avez la capacité d'avoir beaucoup plus de ressources. Mais aujourd'hui, on laisse là, on veut courir derrière les appuis. Or, un développement n'est pas un appui extérieur, vous savez, c'est qu'on vous crée une dépendance, d'accord? On vous crée une dépendance économique et vous êtes dépendant d'eux. Dans ce contexte-là, le développement n'est pas pour aujourd'hui. Donc, il va falloir revenir encore sur tout simplement le potentiel de chaque commune, les valoriser et que les communes favorisent la création d'entreprises au lieu de courir derrière les partenaires. Les partenaires ne peuvent pas le faire durant tout le temps. Les partenaires vont vous appuyer naturellement, mais lorsque les communes se rassurent que j'ai plusieurs entreprises qui sont créées sur mon territoire, je suis en mesure de collecter beaucoup de taxes auprès de ces entreprises-là. Et ce n'est que comme ça que les mairies peuvent avoir beaucoup plus de ressources. Aujourd'hui, vous allez dans la commune de Calavi, mais vous n'êtes pas à savoir quand même qu'il n'y a pas de route pratiquement. Aujourd'hui, maintenant, si vous circulez avec votre véhicule, c'est un problème sérieux. Dans ce cas, le contribuable se voit touché, se dit, mais pourquoi je vais payer sachant que j'ai des autorités qui doivent pouvoir me représenter? Or, la commune n'a pas aussi le pouvoir, la capacité financière de faire face à ces engagements-là. Elle a besoin des appuis, mais ne dépendons pas uniquement des appuis, mais dépendons beaucoup plus des gisements économiques de chaque commune. Valorisons alors ce que nous avons comme ressources économiques pour tirer de cela les tasses pour pouvoir alors financer. Parce que la ville de Calavi ou bien n'importe quelle commune devrait se faire financer par la ville elle-même. Et ça, c'est très important. C'est des propositions. Est-ce que vous avez, Apollinaire Ronguet, eu quand même l'intention, ou comment ça se fait par rapport, bien sûr, aux entreprises qui sont sur votre territoire? Oui, Vous percevez ces taxes-là? Bien sûr, la Théo, je vais expliquer un peu cette taxe-là. La Théo, d'abord, ce n'est pas les ordures que les ONG viennent, la pré-collecte. Ce n'est pas pour ça que la Théo est instaurée. Vous savez, quand les ONG collectent, la pré-collecte, je vais dire, de ces impôts-là, de ces ordures. De ces ordures. Et il y a un lieu qui est destiné à recevoir ou un lieu où ils vont rassembler ces tas d'ordures. Le site de décharge finale. Le site de décharge finale, c'est ça la Théo. Or, il faut le camion, il faut le déplacement de ces ordures, le lieu. Ça a un coût d'enfouissement, l'enfouissement a un coût. C'est-à-dire l'entretien du site. L'entretien du site. Et l'opération même. L'opération même. Le déplacement de ces ordures de son point de rassemblement au site de la décharge finale. C'est le coût. C'est ce coût-là qu'on applique. C'est ça. Donc ce n'est pas l'enlèvement de l'ordure. Non, ce n'est pas l'enlèvement au niveau de l'entreprise. Non, de l'entreprise, non. Non. Ça, je me suis confronté à cette question-là une fois avec mes confrères d'Akasato qui ont écrit au maire, bon, fait ampliataire. Je les ai invités, d'abord, avant que le maire les reçoive, je les ai invités, j'ai échangé avec eux. Je les ai expliqués. Ils sont allés même voir le commissaire dans le temps. Que jamais ils vont chasser les ONG qui viennent faire la pré-collecte des ordures. J'ai dit non, ce n'est pas bien réfléchi. Peut-être vous êtes dans l'incompréhension des tests ou de ce que nous faisons.
La Théo, comme vient de dire notre ami Rodrigue tout à l'heure, la Théo, voilà, la Théo, c'est ça que je viens d'expliquer maintenant. C'est pas. Mais on constate que vous ne l'avez pas expliqué, vous ne les avez pas mis dans l'économie de la chose. Bien sûr, bien sûr. Vous percevez sans qu'ils ne comprennent. Je l'avais dit tout à l'heure qu'il y a manque d'informations à notre niveau aussi. Il faut l'avouer, il y a manque d'informations à notre niveau. Finalement, les communes communiquent très peu. Bon, je suis d'accord. Parce qu'il y a plusieurs aspects sur lesquels on aurait pu, éclairer les populations et naturellement, spontanément, elles vont se porter vers les communes ou vers les structures pour payer ces genres de taxes. Je suis d'accord avec vous. Si quelqu'un comme M. Rodrigue a fait sortir déjà tout à l'heure cette question de Théo, je suis d'accord qu'il y a manque, sur les ordures, il y a manque de communication, effectivement. Il y a manque de communication. Je sais qu'il y a des gens de bonne volonté qui veulent bien payer les impôts. Ce n'est pas tout le monde qui ne veut pas payer. Il y a les gens de bonne volonté qui veulent bien payer les taxes. Ils veulent bien les payer. Comme a dit notre ami tout à l'heure, ils payent. Malgré qu'il est dans l'incompréhension de ce que ces fonds-là, on fait de ces fonds-là, il les paie quand même. Il vient de le dire tout à l'heure, il les paie. Je le remercie parce qu'il est un bon citoyen. Tout citoyen qui paie bien ses impôts bâtit son pays. Nous n'avons pas de ressources. Nous n'avons pas de ressources. Il est vrai, il a dit tout à l'heure, les appuis. Il y a l'État central qui appuie les communes, il y a les partenaires au développement qui nous appuient aussi, mais tout cela ne suffit pas. On ne peut pas développer un pays sur les aides, non, jamais. C'est sur nos efforts, nos propres forces, ce que nous faisons. Mais comment ça se passe dans la commune d'Abomey-Calavi avec les entreprises? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui quand même qui s'installent dans la commune d'Abomey-Calavi. Oui, bon, toutes les entreprises presque qui vont au service des impôts pour les papiers, pour les prestations, avoir les actes administratifs, ils paient la Théo. Ils paient la Théo. Je peux pas dire... À part la Théo, est-ce qu'il y a d'autres taxes que la mairie prélève chez les entreprises et autres? En tout cas, l'exploitation des privés. Bon, c'est tout ce qui est régi par la loi qui est respecté à Calavi. La commune de Calavi n'est pas sur la planète Mars. La commune de Calavi est sur la planète Terre. Et tout ce que l'État central a prévu, je peux dire, notre budget est cadré par le budget central de l'État central, je veux dire, parce qu'il y a des dispositions de budget de l'État central que nous appliquons. Je veux dire, les mutations, les frais de recasement, les frais de lotissement. Vous savez, le budget de l'État a réglé toutes ces questions-là aujourd'hui. Et nous marchons sur ces principes-là. Tout ce qui concerne les finances. Tout ce qui concerne les finances respecte aussi également, d'abord le budget, respecte la lettre de cadrage que le préfet sur laquelle le préfet veille avant d'approuver notre budget. Donc, avant de parler d'élaboration du budget, il y a la lettre de cadrage. Il y a la lettre de cadrage. Le préfet. Oui, il y a la lettre de cadrage. Et la communauté décentralisée a l'obligation de respecter ce cadrage-là. Bien sûr, bien sûr. Comment ça se passe? Expliquez-nous. Le préfet est le représentant du gouvernement et qui est notre tutelle. C'est lui qui veille sur tout ce que nous faisons. Si la commune pose un acte, et le préfet voit que ça ne respecte pas la loi, le préfet va automatiquement casser. Si c'est un arrêté, si c'est un acte, tous les actes, tout ce qui concerne. Tout le seul arrêté que le préfet n'a pas le droit de casser, c'est l'élection des chefs de village et autres. Ça là, c'est la Cour suprême. Mais tout ce qui concerne la gestion de la commune, le préfet est le gendarme qui veille sur tout ce que nous faisons. Et d'abord, avant d'élaborer le budget, on est resté collé à la lettre de cadrage. On ne doit pas
dépasser les dispositions prévues par... On devait avoir un budget équilibré. Équilibré. En recettes et en dépenses. En dépenses. Et les investissements, les fonds destinés aux investissements sont respectés aussi à Calavi. Nous essayons de rester dans les dispositions prévues par la loi. Alors, Rodrigue Rustico, face à tout ceci, que pensez-vous qu'on puisse faire vraiment pour que, par exemple, dans la perception des taxes et autres, le système soit quand même plus humanisé pour les populations, parce qu'il y a beaucoup de cris, beaucoup de, je vais dire, de plaintes, voilà, qui s'élèvent durant des populations. Oui, avant de répondre à votre préoccupation, tout à l'heure, vous demandez tout simplement les tâches que les entreprises, d'accord, qui sont sur le territoire de Calavi ou ailleurs, ont l'habitude de reverser. Oui, c'est pas seulement la TO. La TO, ça, c'est une petite portion de ce qu'on reverse, ce que les entités payent. Il y a la patente qui est là, il y a la patente qui existe, il y a la taxe de voirie aussi qui est là, il y a aussi... Pour ceux qui sont à la TPS, il y a aussi la TPS budget local qui est là, qu'il faut reverser quand même au niveau de la mairie. Alors vous pensez que quand vous voyez tout cela, ce n'est pas petit pour une entreprise. Et une entreprise ne se lève pas de façon délibérée pour ne pas payer ses impôts. Ce n'est pas malgré elle qu'elle paie les impôts parce qu'elle doit faire face à cette obligation fiscale-là. Mais lorsque vous rendez cela, et que vous voyez quand même que ce pourquoi vous payez les impôts, vous ne voyez pas les choses physiquement et réellement, ça pose un problème pour les fois à venir. C'est là où il faut communiquer avec les gens. C'est là où il faut communiquer avec les gens parce que lorsque quelqu'un se lève, moi j'explique ça aux gens. Quand quelqu'un vient chez moi au cabinet, je leur explique, je leur dis, mais lorsque vous allez dans un arrondissement, faire une légalisation, et on vous dit que vous allez payer 300 francs, le timbre qu'on met sur l'acte là, ça coûte combien? On me dit 300 francs, mais vous pensez qu'on vous a vendu quelque chose? On ne vous a rien vendu. Le timbre coûte 300 francs. Le monsieur, il a signé. Tu as payé 300 francs. Le problème est réglé. L'État ne crée pas de la valeur ajoutée. Donc, c'est en payant ces timbres-là, ces valeurs inactives-là, que vous contribuez vraiment au développement de la commune. Et donc, il faut communiquer. Mais c'est normal parce que, vous savez, au niveau de la politique, beaucoup n'ont pas alors cette manière d'expliquer, cette volonté à aller vers les contribuables pour leur expliquer, parce qu'ils sont à coup d'arguments naturellement, parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit, parce que la politique a dominé, mais il va falloir avoir l'information avant de la porter aux autres. Donc si nous avons aujourd'hui des élus locaux éclairés sur le point fiscal, vous allez voir que ça va changer les données. Alors Rodrigue Rustico, qu'est-ce qu'il faut faire en définitive pour dorer la pilule aux populations sur le chemin de paiement de leurs impôts et autres diverses taxes? Oui, vous savez, en la matière, il va falloir quand même inculquer à la population ce que nous appelons le civisme fiscal, leur faire comprendre que avant que l'État ou les collectivités territoriales ne s'engagent dans les dépenses d'ordre public, il faut naturellement faire la collecte des impôts et des taxes. Et donc, quand vous voulez avoir des routes, des infrastructures de base, d'accord, de qualité, il faut libérer les impôts. Et l'autre chose, c'est de considérer également que les impôts, ce n'est pas des gendarmes, c'est des partenaires avec lesquels il faut collaborer. Et que quand vous payez un impôt dans la caisse de l'État, la sortie de 5 francs dans la caisse de l'État, c'est toute une procédure. Beaucoup de personnes pensent que quand l'argent rentre dans la caisse de l'État, ça sort aussi rapidement que ça, ce qui n'est pas du tout le cas. Il va falloir que les gens comprennent que l'argent qui rentre dans la caisse de l'État, ça ne sort plus comme ça, comme c'est rentré. Et donc, il va falloir quand même travailler un peu sur la mentalité des contribuables pour les amener à libérer le minimum de leurs impôts. Parce que vous savez, aujourd'hui, sans ce travail-là de mentalité, les gens ne peuvent pas se décider pour pouvoir le payer. La belle preuve, vous allez voir qu'aujourd'hui, maintenant, nous sommes en train de parler un peu du quitus fiscal. Ceux-là qui n'étaient pas à jour sur le plan fiscal ne pourront pas l'avoir, à moins qu'ils aillent maintenant cette fois-ci. Donc ça les sert aussi? Ça les sert naturellement. Si vous étiez en train de payer vos impôts normalement, aujourd'hui, quand vous voulez réclamer votre quitus fiscal, vous n'aurez aucun souci, vous n'aurez aucune difficulté
difficultés. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, la fiscalité, du moins c'est les impôts, c'est la tortue. Ça va pas lent, mais ça vous rattrape toujours. Parce que vous allez penser peut-être que ne pas payer les impôts aujourd'hui, vous allez en train de fuir le fisc. Mais non, vous aurez devant vous des obligations qui vont vous contraindre naturellement à régulariser cette situation-là. Et mieux, il faut faire comprendre aux contribuables qu'à des moments donnés, ce que vous payez comme pénalité, comme majoration, dépasse même le principal. D'accord? Donc, il va falloir alors éviter cela en allant vers le service des impôts et en payant. L'autre chose, c'est qu'il faut que le service des impôts également soit à l'écoute des contribuables. Lorsque le contribuable vient poser son cas, il faut qu'on l'écoute. Là, il faut remercier quand même l'actuel directeur qui a mis en place un système, qui a mis en place un service, qui est à l'écoute réellement du contribuable. Ça, c'est des services comme ça qu'on a besoin. Et l'autre chose, parler réellement du rôle de l'État, du rôle des impôts. L'utilité de l'impôt, il faut en parler aux gens. Parce que lorsque je paye de l'argent et je ne vois pas à quoi ça sert mon argent, j'ai le plein droit de réclamer, de parler. Et donc, parlons-en pour que les gens puissent comprendre. Les gens peuvent aller aujourd'hui à l'hôpital, se faire soigner à des coûts réduits. C'est grâce aux impôts que c'est réduit. Sinon, ça ne peut pas être réduit. Donc, autant de choses. Et je disais tout à l'heure également qu'il va falloir qu'on enlève un peu la politique. D'accord? On dépolitise. On dépolitise vraiment. Merci beaucoup. On enlève un peu la politique de nos comportements. Parce qu'aujourd'hui, je vois qu'on a laissé l'économie, on s'attaque maintenant à la politique, et du coup, le développement n'est pas encore prêt. Le développement, ce n'est pas la politique qui va créer seulement le développement. Il faut d'abord l'économie. L'économie va pousser également vers la politique, on va atteindre le développement. Donc, il faut alors joindre ces deux aspects-là pour qu'on puisse vraiment aspirer à atteindre un développement meilleur. Et ça, ce n'est pas d'ici demain que ça va se passer. Il faut vraiment avoir la longévité d'Adam et d'Ève pour pouvoir voir cela. Alors, Monsieur Apollinaire Koungaya, vous êtes dans la réalité de l'acte, vous êtes dans le feu de l'action, comme on le dit. Et finalement, on constate que, eh bien, vous avez beaucoup de sources ou d'éléments sur lesquels vous pourrez réellement mobiliser les ressources. Malheureusement, Rodrigo Rustico l'a dit, on ne voit pas sur le terrain sur à quoi servent ces impôts-là. Comment les services de base ne sont pas rendus aux populations. Elles vont dans les hôpitaux, elles viennent même à la mairie solliciter des prestations et c'est très difficile qu'on puisse les satisfaire à temps réel. Comment ça se passe et pourquoi? Non, nous, à notre niveau, nous jouons un rôle de facilitateur, je vais dire, parce que nous ne sommes pas des fiscalistes, nous sommes des autorités, des élus. Nous facilitons la tâche aux services déconcentrés qui nous aident dans la collecte des impôts. Nous leur facilitons la tâche en les accompagnant dans la sensibilisation. On faisait la sensibilisation, mais ce n'est pas encore ce qu'on doit faire. C'est ça que je disais tout à l'heure. Il y a un manque de communication un peu sur dans la mobilisation des ressources. Il faut maintenant aller plus loin dans ce que nous faisons, sensibiliser la population en leur démontrant dans A plus B que payer les impôts ne fait que construire notre pays. Payer les impôts va faciliter la tâche aux gouvernants que nous sommes de pouvoir faire face aux nombreux défis de développement qui nous attendent. Et aussi, il y a la légalisation dont vous venez de parler tout à l'heure là. Aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises pour que un usager qui amène un document à la mairie ou à l'arrondissement puisse, dans quelques minutes après, avoir en même temps l'acte pour lequel il est venu. Il y a beaucoup de gens qui demandent qu'on revienne 2 ou 3 jours après. Ça continue? Non, je ne crois pas. À Calavi, je veux dire à Calavi quand même. Ah, d'accord. À Calavi aujourd'hui. À la mairie d'Abomey-Calavi. Que ce soit la mairie d'Abomey-Calavi comme à l'arrondissement, chez moi, là où je suis, parce que je vais parler de là où je suis. D'accord. À Kassato. Si peut-être je suis ici maintenant, les actes qui sont déposés ou les papiers qui sont déposés
à l'arrondissement aujourd'hui, ce n'est pas évident qu'ils les reçoivent aujourd'hui. Peut-être ça. Mais demain, avant 11h, ceux-là doivent avoir leurs papiers. Moi, il n'y a pas ce jour-là que je ne suis pas là. Peut-être je suis en voyage, mais les voyages, ce n'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Ou une réunion à la préfecture, quelque part, qui peut faire traîner les choses. Mais il n'y a pas un acte qui est déposé et ça va faire 24 heures. J'ai toujours communiqué sur ça aussi. Si quelqu'un dépose un acte et 48 heures, il n'a pas l'acte, il n'a qu'à se rapprocher de moi. J'ai écrit même des plaques sur la cour de l'arrondissement là. Donc chez vous, les choses ont changé? Bien sûr, depuis que je suis là, moi-même, sur mes profs, j'ai écrit les tarifs, tout ce qu'on doit payer. Il y a un guichet là, allez au guichet payer, ne donnez pas l'argent aux agents, allez payer ce que vous voulez payer directement au guichet. Et tout, je veux dire les valeurs inactives là, tout ce qui concerne le paiement, c'est au guichet. Et les papiers arrivent à notre niveau pour les formalités à faire. Alors, je crois que aujourd'hui, il y a plus de rapidité dans le traitement des dossiers aujourd'hui chez nous. Aussi, je rejoins M. Rodrigue tout à l'heure quand il disait que ceux qui payent les impôts aujourd'hui, ils se font du bien parce que demain, on sera face à notre destin si nous n'arrivons pas à payer à temps les impôts, pendant que nous avons des envies et demain, pas seulement les envies, c'est pas tout le monde qui ira nécessairement à la politique. Parce qu'on va dire aujourd'hui que c'est ceux qui vont être candidats qui vont courir après le quitus fiscal. Mais tout citoyen, peut-être demain tu vas avoir un acte ou un document à chercher quelque part, on va te demander quitus fiscal. Puisque là où nous sommes en train d'aller maintenant, c'est là, hein. Tout le monde a un IFU. Si tu as un IFU, ça veut dire que tout ce que tu fais, tout doit être identifié. Alors donc, il faut payer les impôts. Il faut payer les impôts. Et aussi, le pays est basé sur la fiscalité. Nous n'avons pas de ressources sous-sol. Nous sommes comme la Suisse. Et si on peut vraiment cadrer... Nous sommes un pays à revenu essentiellement fiscal. Alors, l'autre sujet, l'autre point qui défraie quand même la chronique, c'est au niveau de nos quartiers, au niveau de nos villages, où les différents actes que les populations sont amenées à aller solliciter sont également payants. Je veux parler d'attestation de résidence, certificat de résidence, ainsi de suite. Et on ne sait pas, c'est à géométrie variable ce qui est payé à ce niveau-là. Est-ce que vous avez un droit de regard sur la façon dont ces coûts sont fixés et tout semble aller à volo à ce niveau? Est-ce que vous avez un droit de regard? Est-ce que vous exercez effectivement ce droit de regard? Au niveau de chaque quartier, je veux dire, chaque village. Bien sûr. Chez moi, à Kassato, les attestations de résidence, c'est à 500 francs que les chefs de village prennent pour établir ces actes-là. Alors ça va jusqu'à 2000? Bon, ça, je n'ai pas cette information-là. Je parle de ce que je vis chez moi. Parce que est-ce que c'est vous qui avez fixé ou bien c'est eux et puis ils vous ont informé et puis voilà, vous avez fermé les yeux? Comment ça se passe? Quel est le mécanisme? Est-ce que chacun fixe à son niveau comme il le sent, selon le coût de vie ou bien? C'est pas... ces fonds ou ces frais ne sont pas régis par un test. Normalement, il devrait avoir un arrêté pour régler ces genres de choses-là. Mais depuis avant notre arrivée, ça existait. Ça existait. Quand moi je suis venu aux affaires, j'ai essayé de demander un peu comment ça se passe. Tous, unanimement, ils m'ont dit que c'est 500 francs qu'ils prennent et pas contre, ailleurs même, je vais dire, les militants, je vais dire, ils s'approchent des chefs de village et ils délivrent ces actes-là contre 0 francs aussi. C'est pas automatiquement tous ceux qui viennent prendre ces actes-là qui payent les 500 francs aussi
chez moi. Mais moi, j'essaie un peu de temps en temps de demander à mes chefs de village comment ça se passe. D'autres m'ont demandé est-ce qu'ils vont pas commencer par poser des timbres de 500 francs sur l'attestation de résidence. Moi, j'ai dit, bon, je ne vais pas leur autoriser à le faire parce que je ne suis pas le maire. Je ne vais pas, sans l'avis du maire, autoriser à commencer par poser les timbres sur l'attestation de résidence. Je ne vais pas le faire. Mais de continuer à faire ce qu'ils ont... Ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Ils vont faire les photocopies et autres. Ils n'ont pas... Mais il y a nécessité quand même de réglementer un peu les choses dans ce sens. Nous sommes en train de parler donc de la mobilisation des ressources au sein des communes. Il y a la partition quand même importante que jouent les partenaires au développement. Bien sûr, bien sûr. Nous n'allons pas occulter ça. Et les partenaires au développement nous accompagnent beaucoup dans la mobilisation des ressources aussi. Comment ça se passe à ce niveau? Est-ce que c'est vous qui sollicitez ou bien naturellement, puisque les partenaires savent qu'il y a des communes, eh bien, ils s'adressent directement à vous? Comment ça se passe? Bon, il y a... D'abord, c'est le maire d'abord qui est le diplomate de la mairie. C'est à lui que revient la charge. Lui qui est... D'abord, je salue au passage monsieur le maire, Vada Georges, qui a une diplomatie offensive, je vais dire, parce que tout ce qu'il fait pour ces genres de mobilisation, c'est pas peu. D'ici les jours à venir, vous verrez que il y aura beaucoup de choses dans ce côté-là qui vont sorti pour la commune d'Abo-Calavi. Je ne vais pas occulter aussi les fonds FADEC que l'État central nous envoie. Les fameux fonds FADEC voilà, qui ont défrayé la chronique. Voilà. Et aujourd'hui même, il paraît qu'il y a des communes qui ont été même suspendues. Oui, bien sûr. Et pourquoi? Bon, les raisons sont mauvaise gestion, multiples, je vais dire. C'est les détournements aussi? Non, bon, moi je ne peux pas qualifier ça de détournement, je peux pas, parce que je n'ai pas les informations sur moi, je ne peux pas pouvoir apprécier ces décisions-là aujourd'hui. Mais ce qui nous concerne à Calavi, il y a une transparence totale dans la gestion des finances. En attendant que les audits viennent. Oui, il y a toujours les audits, toutes les années à Calavi. Ah, d'accord. Il y a toujours les audits, toujours. Et on a de bons points toujours. Et on a de bonnes notes. Ah oui? Oui, bien sûr. Et on a de bonnes notes pour les audits. Sur les fonds FADEC, sur la gestion, on a toujours de bonnes notes dans la commune d'Abo-Calavi. Rodrigue Rustico, très rapidement, sur la partition des partenaires. La partition des partenaires, je pense que ce n'est pas zéro, c'est quelque chose, ça les aide un peu. Mais moi, mon gros souci, c'est d'abord, est-ce que la commune est consciente d'abord de sa richesse? Parce que si vous n'êtes pas consciente de votre niveau de richesse, ce que vous pouvez valoriser aux autres, et les autres vont venir vous appuyer, tout simplement comme ça ne marchera pas. Parce que le développement, c'est une chose qui est étalée sur une longue durée. Ouais. Donc, si on doit pouvoir vous appuyer pour le fonctionnement, ça ne vaut pas la peine. D'accord? Mais les appuis extérieurs doivent pouvoir converger vers les niches, d'accord, de chaque commune pour qu'on puisse développer réellement la commune. Aujourd'hui, maintenant, il y a certaines communes où, même quand ils font des activités en interne pour restaurer, c'est valoriser les mets, d'accord, de la commune. C'est valoriser tout ce qui peut être produit dans la commune. Et ce n'est que comme ça on peut donner une visibilité pour la commune. Je crois que c'est l'objectif d'ailleurs de cette émission, comment faire pour donner encore plus de la valeur à sa commune. Donc, il y a un travail de fond qu'il faut faire, aller dénicher vraiment les niches de chaque commune et à base de ça, soulever alors des financements, à base de ça, donner une grande visibilité pour sa commune. Ce n'est que par là que les communes pourront se développer. Sinon, s'il faut se retourner juste vers les partenaires parce qu'on a tel projet, non. Et mieux, aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. La plupart de nos communes sont encore dans le système archaïque. Et ça, il faut finir avec cela. Aujourd'hui, maintenant, on est au XXIe siècle. On ne peut pas vouloir imprimer peut-être un acte de naissance et on va commencer par fouiller avec l'état de registre que vous avez aujourd'hui. Or, il y a des solutions informatiques aujourd'hui
Où vous pouvez ça, c'est la effectivement- modernisation, c'est la modernisation de nos alors, communes. de nos Nous allons communes. revenir Il faut y certainement. passer, je pense que c'est très Nous sommes important. déjà à la fin de cette émission. Rodrigue Rustico, quels sont vos mots de fin pour clore cette édition? Vous parlez là, bien évidemment, de la modernisation de nos communes, mais ici, toujours dans le sens de la mobilisation des ressources pour les communes. Qu'est-ce qu'on doit faire réellement pour pouvoir permettre un développement dans ce sens? Oui, pour un développement harmonieux et soutenu, il va falloir quand même avoir un plan. Un plan quand même sur des années pour que chacun ne vienne pas faire son champ tout simplement et repartir. Il faut une chronologie dans les actions. Ce n'est une qu'à synergie. base- il faut une synergie des actions. Ce n'est qu'à base de cela qu'on pourra vraiment atteindre le développement. Apolline Arunguet, Oui. nous sommes à la fin de l'émission. Oui, je crois que l'émission, le temps qui nous a imparti est un peu trop peu, je vais dire. Mais C'est quand même 52 minutes. Hein. bon, c'est pas grave. C'est sûr qu'on va y revenir. Hein. Il Il y y a a, pas de problème. d'autres variantes hein, de ce D'accord. thème-là encore qui pourront revenir. Et là, vous pourrez intervenir beaucoup plus par rapport à vos préoccupations, j'imagine. bien sûr. Parce que vous en avez beaucoup. Oui, bien sûr. Alors, mon mot de fin, c'est de toujours encourager notre population à aller toujours payer ses impôts, de ne pas attendre le dernier moment pour le faire, et de ne pas attendre aussi la majoration souvent pour dire qu'on nous a demandé de payer un montant élevé, puisque c'est la majoration qui amène le montant encore plus haut parfois. Je vais les exhorter à payer les impôts, tout comme nous autres aussi, pour que demain on ne soit pas confronté à des difficultés. Remercier l'État central qui nous accompagne aussi dans les fonds FADEC, puisqu'on ne peut pas dire que ces fonds-là ne nous font pas du bien. Ça contribue beaucoup aux investissements de la commune et aussi les partenaires au développement. Je les remercie aussi également. À notre tour, nous vous remercions. Apolline Arunguet, vous êtes élu communal d'Abomey-Calavi, chef de l'arrondissement d'Akassator. Vous étiez avec Rodrigue Rustico, il est consultant financier, fiscaliste. Merci donc à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à présent. Payer ses impôts, c'est bel et bien s'assurer son avenir et ne pas donc être du reste de la construction notamment de ce pays-là. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.